Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Je suis aujourd'hui en direct avec Olivier Grenon-Andrieux, le président du groupe Equance, et nous allons aborder un sujet important, les bons réflexes pour construire et optimiser son patrimoine immobilier. Alors j'espère que vous serez nombreux à évidemment nous rejoindre, et vous étiez nombreux à être inscrits, et j'espère que vous serez nombreux aussi à poser des questions. Donc, vous pouvez le faire dans la petite colonne à droite. Déjà, si vous n'hésitez pas à vous présenter, à indiquer d'où vous venez, dans quel pays vous vivez. Je sais que certains viennent d'Asie, d'autres viennent d'Amérique latine. On aura des internautes un petit peu partout, comme les lecteurs du petitjournal.com. Écoutez, on est ravis, on vous attend. Il y a déjà, je vois, 125 personnes connectées. Voilà, on a Fabrice de l'île Maurice. Bonjour Fabrice, Denise de Hambourg. Bienvenue Denise. Pour certains, c'est tôt le matin, et pour d'autres, ça sera plutôt la fin de journée. Bonjour de Barcelone, Florence. Enchanté, bienvenue à tous. On a à peu près 1h30 ensemble pour que vous puissiez poser toutes vos questions à Olivier Grenon-Andrieux et qu'il puisse évidemment y répondre et vous informer sur cette thématique très importante. Vous devez vous demander quels sont les investissements immobiliers à privilégier en ce moment, s'il vaut mieux détenir un patrimoine immobilier en direct ou par l'intermédiaire d'une société. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'obtenir un prêt immobilier qu'avant? Il y a évidemment toute cette période d'incertitude liée au Covid. Voilà, toutes vos questions sont les bienvenues, et Olivier se tiendra à disposition pour y répondre. Je vais juste lui passer la parole pour qu'il se présente rapidement, qu'il vous dise bonjour et puis qu'il aborde un petit peu le sujet du jour. Bonjour à tous, bienvenue à l'invitation du journal.com. C'est la deuxième fois que nous réalisons ce type d'intervention auprès de vos abonnés, Hervé. Et la première fois, bien écoutez, il me semble que ça avait été un succès. J'espère qu'à l'issue de cette heure et demie passée ensemble, tout le monde sera satisfait à la fois de votre prestation et de la nôtre, et que nous aurons pu répondre à toutes les interrogations de vos auditeurs. Alors, il faut savoir qu'on a une heure et demie pour parler d'immobilier. L'immobilier fait partie des deux instruments chéris des Français. Les Français sont friands d'assurance vie d'une part et friands d'immobilier d'autre part. Pour faire une petite comparaison, 38% des Allemands sont propriétaires de leur résidence principale contre pratiquement 60% en France. Et à ce titre, donc, l'immobilier, que ce soit l'immobilier affectif tel que la résidence principale ou l'immobilier d'investissement, eh bien, ce sont deux véhicules que les Français chérissent, et ils y attachent une très forte importance dans la construction de leur patrimoine, avec, pour les non-résidents, un certain nombre de particularités, et notamment en matière de fiscalité. J'espère que nous n'aurons pas que des questions fiscales, parce que les modes de détention, les instruments sous-jacents, les modes de transmission sont tout aussi importants. Très bien. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On a, je vois maintenant presque 150 internautes déjà qui sont connectés. Eric de Rio. Bonjour Eric. Graciela qui est en Argentine. Geoff qui est à Dubaï. Merci de nous faire un coucou. Surtout, commencez à poser vos questions. Elles vont apparaître dans le fil sur la droite. J'imagine que si vous êtes là, vous avez de nombreuses questions à poser. Moi, je vais entamer le débat, Olivier, si vous le voulez bien, avec une première question en fait qui est vaut-il mieux détenir un patrimoine immobilier en direct ou par l'intermédiaire d'une société? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Très souvent, monter et acquérir un bien immobilier au travers d'une société semble un montage plus intelligent. En fait, il faut se fixer sur un objectif. Quel est l'objectif pour lequel on va plutôt acheter en direct ou plutôt acheter au travers d'une société? Alors, la logique, quelle est-elle? Quand on va monter une société, déjà, toutes les formes ne sont pas éligibles. On ne peut pas monter de société commerciale pour de la détention de biens nus. On ne peut pas monter de société civile
pour monter et détenir des biens qui ont une vocation commerciale. Pourquoi? C'est toujours possible, mais l'impact fiscal est extrêmement important. Traditionnellement, l'apport d'un bien à l'acquisition ou l'apport, une fois qu'on le détient, à une société a pour vocation d'organiser la transmission. Et très souvent, ça se fait au travers d'une société civile, parce que la société civile va permettre, lors de la transmission, d'éviter l'indivision. Et l'élément le plus important, une fois qu'on a fait ce choix-là, c'est le choix des clauses statutaires, de la rédaction des statuts, qui vont permettre de définir à qui sera le pouvoir en assemblée générale ordinaire. Très souvent, c'est pour la distribution des bénéfices si le produit est frugifère, hein, si il a une vocation locative. Et les décisions en assemblée générale extraordinaire vont faire en sorte que les nus propriétaires, si le bien a vocation à être transmis donc en démembrement, et le démembrement il est soit subi au travers d'une succession, soit voulu au travers d'une donation-partage, eh bien, les statuts de la société définiront qui aura les pouvoirs en assemblée générale extraordinaire, en assemblée générale ordinaire, en prévoyant toujours que si ce sont les parents qui sont usufruitiers, on leur laisse une part en pleine propriété pour pouvoir s'opposer à des décisions collégiales en assemblée générale extraordinaire qui ne leur seraient pas favorables en prévoyant la règle de l'unanimité. Très bien. On a une question peut-être qui rejoint cette première question posée par Isabelle qui demande: que pensez-vous des SCPI déficit foncier? Bien, la SCPI déficit foncier a un véritable intérêt si on a un résultat foncier. Si on n'a pas de résultat foncier, c'est pas fondamentalement intéressant. Donc, la SCPI déficit foncier est un régime fiscal qui est un régime de droit commun qui a pour vocation de gérer en mutualisant des investissements au travers d'un véhicule collectif que sont les sociétés civiles de placement immobilier, de mutualiser donc des investissements qui ont pour objectif de mettre à disposition à des locataires au titre de leur résidence principale des biens d'habitation, des biens résidentiels, auquel cas la SCPI a un ratio en général de 54% qui va pouvoir créer un déficit foncier. Encore faut-il avoir donc un résultat foncier. Et s'il y a un résultat foncier, bien, le déficit foncier va s'imputer pendant 2 ans sur les résultats fonciers. Sinon, la SCPI déficit foncier n'a pas fondamentalement d'intérêt. Très bien. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une ESS ou une SARL, posent nos internautes? Alors, j'imagine que ça rejoint la première question par rapport aux sociétés quand on détient pour détenir un bien immobilier. Alors, la SAS n'est pas fondamentalement adaptée, sauf pour des entreprises à titre professionnel. Les instruments traditionnels pour détenir des biens immobiliers, ce sont la société civile immobilière et la SARL de famille. Alors, dans quel cas utiliser l'un ou l'autre de ces dispositifs? La société civile immobilière va particulièrement être adaptée pour détenir des biens qui vont être soit la résidence principale, et ça sera dans une logique de transmission. Et il faut savoir que quand on apporte un bien qu'on détient déjà à une société civile immobilière et qu'il s'agit de la résidence principale, celle-là ne va pas déclencher les plus-values immobilières, donc on sera en franchise de plus-value. Et à ce moment-là, on va rester dans un régime fiscal qui est de droit commun pour la société civile, qui est à l'impôt sur le revenu. Donc la SCI est translucide fiscalement, à savoir que ce sont les associés qui vont être imposés dans leurs mains en tant que personnes physiques et non pas la société. Et donc, il va s'agir à ce moment-là de location nue. Pour la location meublée, la SARL de famille est plus adaptée. Mais le statut fiscal de la SARL de famille de droit commun est l'IS. Donc, il va falloir opter pour l'impôt sur le revenu. Et à ce moment-là, on va retrouver une translucidité fiscale. La grande difficulté, et c'est là que les gens se trompent, c'est qu'ils vont vouloir apporter de la location nue, du résidentiel, à une SARL de famille. Et là, fiscalement, elle ne pourra plus opter pour l'impôt sur le revenu, elle sera d'office éligible à l'IS. Et on n'arrivera absolument pas à l'objectif qui est d'optimiser la fiscalité. Ça veut donc dire que la SARL de famille sera particulièrement adaptée en optant pour l'IR à des opérations de location meublée, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles, sans possibilité d'y annexer à titre accessoire
des opérations de location nue. Quant à la société civile immobilière, elle sera particulièrement adaptée à des opérations de transmission ou d'acquisition de résidence principale, sans déclencher les plus-values si on l'apporte à la société civile, et également pour détenir des actifs immobiliers en location nue qui ont vocation à être loués. Il faut savoir que, et là je m'adresse à nos auditeurs qui sont non-résidents, il y a quand même un inconvénient lorsqu'on apporte un bien immobilier à une société civile fiscalement. Quand on rentre en France, il faut savoir qu'en France, quand on détient le bien en direct et qu'on est assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, qui est l'assiette de l'impôt sur la fortune aujourd'hui, et ce depuis 2017, l'ensemble des actifs immobiliers vont rentrer dans l'assiette de l'IFI, mais la résidence principale, quand on la détient en direct, bénéficie d'un abattement de 30%. Ce qui n'est pas le cas quand on détient le bien en société civile. Donc, il faut anticiper ce type de problématique avant de faire le choix soit d'acquérir en société civile, soit de transférer la résidence principale à une société civile qu'on crée pour les besoins de la cause et dans une logique de transmission. Un de nos internautes, Franck, demande qu'est-ce qu'il faut privilégier en cas d'un achat d'un bien en France, c'est dans le but de rénover et revendre. Ah ben alors là, je ne sais pas ce que Franck entend par rénover et revendre. Il y a un problème de durée de détention. Soit il va être éligible au statut de marchand de biens, et donc à ce titre-là, la fiscalité sera celle des plus-values professionnelles. Soit il fait une opération lui-même de déficit foncier, mais il faudra qu'il conserve le bien un certain nombre d'années pour pouvoir revendre le bien en optimisant la fiscalité sur les plus-values. Je ne vais pas anticiper sur la fiscalité sur les plus-values. J'imagine que dans l'heure et demie que nous aurons des questions sur les méthodes de calcul, mais la fiscalité dépend effectivement aussi de la durée de détention. Très bien. Saladine, qui est basé au Cap, bonjour Saladine, demande quel impact a la crise sanitaire sur le rendement des SCPI par secteur, par géographie. Pensez-vous, le cas échéant, qu'il s'agit d'un impact ponctuel ou de longue durée? Oui, bonjour Saladine, que je connais. Alors, on a quand même un instrument, puisque la question porte sur les sociétés civiles de placement immobilier, qui est particulièrement résilient. On a pu constater qu'au deuxième trimestre, la grande majorité des SCPI ont été impactées par la crise, parce qu'aucune d'entre elles n'a été épargnée, mais il y en a même qui ont distribué au second trimestre le même rendement qu'au premier trimestre et que en année N-1. Donc globalement, le véhicule est résilient. Le rendement moyen des 150 SCPI d'immobilier d'entreprise sur le marché français ont dégagé un rendement moyen en 2019 de 4,4%. En 2020, le rendement sera de 4%. Ce qui veut bien dire que l'impact sanitaire est très faible. Après, il y a des véhicules qui ont été plus impactés que d'autres, notamment les véhicules qui ont des sous-jacents commerce qui étaient impactés par la crise, et en particulier les activités hôtelières, où là, les hôtels étant fermés, on ne peut pas imaginer que les véhicules n'ont pas été impactés. Donc, les SCPI sortent de la crise par le haut, elles sont particulièrement résilientes. On le voit notamment sur les performances dont nous ne connaîtrons les résultats que courant du mois de janvier 2021, bien évidemment, après l'issue du dernier trimestre, car s'il y a eu un certain nombre d'accompagnements ou d'annulation de loyer, on a un lissage sur l'année 2020, voire 2021, et donc nous n'aurons une réelle visibilité de ces mesures d'accompagnement sur le rendement actuariel des SCPI qu'au mois de janvier. D'accord. À ce sujet, Caroline pose comme question, est-il judicieux de ventiler son investissement sur plusieurs SCPI? Alors, c'est évident. On mutualise le risque. Le risque est déjà mutualisé dans une SCPI. Quand vous avez 50 immeubles et 300 locataires, on imagine bien que le véhicule est particulièrement sécurisé. Après, quand on procède à un investissement suffisamment important, et Caroline a raison de poser la question, il est judicieux de le lisser sur plusieurs instruments et sur plusieurs gérants différents.
et aller chercher on considère qu'un véhicule est homogène dès lors qu'il a plus de 70% investi sur un marché. Donc une SCPI qui a plus de 70% de bureaux et spécialisés bureaux. Et après, on a des SCPI diversifiés. Et dans ce panorama des SCPI, il y a les SCPI françaises qui ont un patrimoine à l'étranger, qui sont extrêmement prisées actuellement pour de très nombreuses raisons fiscales. J'imagine que j'aurai la question tout à l'heure. Donc, oui, il faut lisser son investissement sur plusieurs véhicules et globalement, les SCPI ont traversé la crise sans dégâts majeurs. Si je fais de la location nue ou meublée, y a-t-il une différence fiscalement, Olivier? Ben, il y a une différence majeure. Et ça, c'est une question extrêmement importante. En France, en matière immobilière, il y a deux grands régimes fiscaux. Le régime fiscal de la location nue et le régime fiscal de la location meublée. Ce sont deux régimes qui sont incompatibles l'un avec l'autre. C'est-à-dire que le résultat de l'un ne peut pas être passé et gommé par le déficit de l'autre. C'est ce qu'on appelle les revenus et déficits dits catégoriels. Donc, il faut savoir sur quel type de schéma fiscal on veut aller. La location nue, alors, je ne sais pas si la question vient d'un non-résident, mais si la location provient d'un auditeur qui est non-résident, il faut savoir que la fiscalité des non-résidents sur la location nue depuis 2012, depuis la loi de finances rectificative dans son article 29 en 2012, c'était le président Hollande à l'époque, a institué les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers des non-résidents. On ne va pas revenir sur les contentieux multiples qu'il y a eu, mais en tout état de cause, aujourd'hui, la fiscalité et qui a évolué dans la loi de finances pour 2019 a institué à l'article 197A du Code général des impôts, un barème avec une tranche minimale à 20% jusqu'à 27 794 € de résultat foncier. Au-delà, on passe à 30%, plus les prélèvements sociaux. Prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, donc on peut très facilement se retrouver à 47,2%. Et en Union européenne, il n'y a plus de prélèvements sociaux. Ça, c'est la conséquence de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, JA1. Il y a un prélèvement de solidarité qui est de 7,5. Donc, on peut monter jusqu'à 37,5. Donc, le seul moyen de se protéger de cette fiscalité, c'est soit de se créer du déficit foncier, quand on est dans le régime de la location nue. Et je rappelle, puisque j'ai déjà eu 2 questions sur les SCPI, que les SCPI sont assujettis au droit commun de la location nue. Donc, le seul moyen, c'est de se créer du déficit. Et le régime du déficit foncier, qui est un régime de droit commun, permet de passer en charge et de reporter les déficits pendant 10 ans. Et les charges sont constituées à la fois des travaux, des charges de copropriété, de la taxe foncière, des assurances et des intérêts d'emprunt. Et lorsqu'on a un résultat déficitaire, ce résultat déficitaire est reportable pendant 10 ans. Ça, c'est la location nue. La location meublée, c'est un régime fiscal qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, qui ont pour vocation de faire bénéficier d'un investisseur et d'un investisseur averti, parce qu'il va falloir qu'il tienne une comptabilité. Et dès lors qu'il tient une comptabilité, il va pouvoir amortir les meubles par composants sur au maximum 10 ans et l'immeuble hors foncier. Et le foncier, en général, représente 10 à 15% de l'opération immobilière. Donc, il va pouvoir amortir l'immeuble jusqu'à 30 ans. Donc, l'amortissement va permettre d'avoir un résultat comptable proche de zéro et de neutraliser la fiscalité que je vous ai soulevée préalablement concernant la location nue, puisque sur le résultat en BIC, la fiscalité va être la même. D'accord ? Donc 20 ou 30 en fonction du résultat, 27 794 €, c'est le cut-off, plus les prélèvements sociaux en fonction de la localisation du contribuable. Donc, des dispositifs très différents, incompatibles l'un avec l'autre, mais qui ont l'un comme l'autre ses avantages. Donc, la clé de voûte de la location meublée, c'est le preneur à bail qui va sécuriser le rendement. Et c'est sur ce sujet-là qu'il faut être extrêmement pertinent parce que tous les preneurs à baux ne sont pas des gens, peuvent être parfois des gens indélicats. Très bien. On a des questions concernant les SCPI à l'étranger. Alors, soit les SCPI étrangères, soit dont les biens sont situés à l'étranger. On a par exemple Bernard qui demande quel risque de réaliser un investissement en part de SCPI dont les actifs se trouvent au Royaume-Uni avec le Brexit.
Tout dépend à quel prix et à quel cours sur la livre vous achetez. Aujourd'hui, on voit que certains opérateurs continuent d'acheter au Royaume-Uni parce que la livre est extrêmement favorable. Donc, sur un effet de change, ils pourront faire une très bonne opération. Après, il n'y a pas que cet aspect-là qui est important, parce qu'il n'y a aucune SCPI de marché qui est spécialisée que sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait partie des pays qui sont choisis par un gérant au titre de son allocation d'actifs. Donc, on ne trouve jamais qu'un pays, qu'une devise, sachant que le Royaume-Uni peut, dans certains cas, représenter une forte part de l'investissement, mais pas plus de 50%, quoi qu'il en soit. Le gros intérêt de ce type de SCPI et des SCPI françaises qui ont un actif à l'étranger, il est double pour un résident comme pour un non-résident. Pour un résident fiscal français, l'intérêt, c'est que en appliquant les conventions fiscales bilatérales, le jeu des conventions au travers du crédit d'impôt va faire que la fiscalité dépend de la loi du lieu de situation de l'immeuble, en l'occurrence la loi étrangère. Et la loi étrangère va faire subir à la SCPI, et c'est le gérant de la SCPI qui va l'assumer, une retenue à la source. Cette retenue à la source, en fonction du type de convention fiscale qui lie le pays avec la France, il y a deux grandes familles de conventions fiscales, les conventions fiscales dites d'imputation qui génèrent un crédit d'impôt et celles d'exonération qui génèrent un taux effectif. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez technique et sur l'exemple, c'est pas fondamental. Pour autant, la fiscalité étant prise à la source, le jeu du crédit d'impôt va faire qu'un résident fiscal français ne supportera pas les prélèvements sociaux en France. Et donc, il éludera 17,2% de la fiscalité française, ce qui n'est pas neutre comparé à un véhicule du même type en France. Pour un non-résident fiscal français, la fiscalité est différente. En matière de revenus fonciers, on l'a affiché sur une SCPI française, les taux sont relativement confiscatoires. Pour un non-résident fiscal français qui aurait une SCPI française mais dont les actifs ne sont pas en France, la fiscalité est différente. Il n'y aura pas de fiscalité française applicable. On va appliquer la fiscalité à la source qui peut être 3 fois inférieure à celle de la France. Et quand la personne rentrera en France, eh bien, elle rentrera dans le schéma initial que j'ai présenté dans le cas d'un résident fiscal français. Idem pour l'impôt sur la fortune. Quand un non-résident achète des parts de SCPI qui ont des actifs à l'étranger, les actifs à l'étranger ne rentrent pas dans l'assiette de l'IFI pour un non-résident fiscal français. Ce sont donc des véhicules qui sont particulièrement adaptés. Il y a quand même un inconvénient. Quand l'investisseur non-résident achète des parts de SCPI françaises dont les actifs sont à l'étranger et qu'il le fait avec un crédit immobilier, il ne pourra pas passer en charge les intérêts d'emprunt tant qu'il sera non-résident. Mais il a une fiscalité en moyenne 3 fois inférieure. Donc, l'avantage est évident. Je peux s'y retrouver. On a une question de Sébastien qui demande vous recommandez plutôt les SCPI plutôt en direct ou plutôt dans un véhicule comme une assurance vie? Alors, nous, notre groupe fait les deux, mais on fait les deux d'une manière assez différente de ce que font nos confrères. Donc, d'une manière générale, dans la construction patrimoniale, on n'aime pas tellement les véhicules hybrides, donc l'assurance vie qui détient des parts de SCPI. Nous, on ne le fait qu'au Luxembourg parce qu'il y a une certaine transparence fiscale qui s'opère grâce aux compagnies d'assurance luxembourgeoises. La difficulté, c'est qu'il faut des capitaux importants pour pouvoir le faire. Il faut au moins investir plus de 500 000 euros. Voilà. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Ce que je reproche en fait aux assureurs vie en France, c'est que le coût d'acquisition réel de la SCPI n'est pas transparent et la compagnie d'assurance ne distribuera pas 100% du rendement, mais distribuera à maxima 85%. Et puis surtout, on ne peut pas les acheter à crédit dans une enveloppe assurantielle. Et c'est la raison pour laquelle on préfère le faire en direct. Le groupe aujourd'hui gère plus de 600 millions d'euros de SCPI et donc on a un vrai retour d'expérience sur à la fois les bons véhicules, ceux qu'il faut éviter, comment il faut les financer et comment on les déclare parce que c'est pas très compliqué, mais il faut avoir un petit retour d'expérience pour ne pas se tromper au moment de la déclaration quand on reçoit l'imprimé fiscal unique, l'IFU comme on dit, de la part de l'établissement gestionnaire. Alors, on a une question de Graciela, je crois qu'elle est à Buenos Aires. Graciela, que pensez-vous de l'acquisition immobilière d'une chambre d'étudiante dans une résidence ou bien d'une chambre médicale, pareil, dans des résidences, pour avoir un revenu fixe mensuel?
Alors, c'est une bonne question que pose Graziella. Alors, sur le plan fiscal, les deux hypothèses feront que la personne sera soumise au dispositif des BIC, de la location meublée, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle. Donc, on va pouvoir amortir le bien. Et amortir le bien, ça veut dire qu'on aura un résultat comptable proche de zéro et donc pas de fiscalité pendant à peu près 30 ans. Et quand on achète en neuf, en plus, on peut récupérer la TVA à l'acquisition. La difficulté, c'est qu'on a vu pendant le Covid, pendant la période de crise sanitaire, notamment de confinement, que autant les chambres médicales dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD, comme on dit, les EHPAD n'ont subi aucune dégradation de leurs recettes locatives. Forcément, les seniors ne quittaient pas la maison de retraite. Par contre, on a vu les chambres d'étudiants, les résidences-services étudiantes, comme certaines résidences de tourisme, être particulièrement impactées parce que le confinement, les étudiants ont quitté les résidences, il n'y avait plus de recettes, et donc à ce moment-là, les établissements gestionnaires ont demandé des moratoires de manière à reporter le paiement des loyers avec, suivant les gérants, plus ou moins d'impact sur la recette locative. Donc, je suis favorable aux deux investissements, mais là encore, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les résidences-services étudiantes, hors cas exceptionnels comme la crise sanitaire, sont d'excellents investissements. La clé de voûte, c'est toujours qui est le preneur du bail. Il faut éviter les fusibles avec un capital de 5 000 €. Voilà. Je suis un petit peu caricatural, mais c'est comme ça que souvent que ça se passe. Très bien. Effectivement, j'ai récupéré ma fille étudiante pendant le confinement et je crois que ils sont nombreux les étudiants à avoir dû se rapatrier. Alors, j'ai une question de Jane qui dit: j'ai 70 ans, je suis impatrié avec une SARL en France qui comprend 4 biens en France. Comment puis-je transmettre? Là, on est sur le sujet de la transmission. Comment puis-je transmettre cette SARL à mon fils? Alors, si cette dame, elle dit qu'elle est en LMP. Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Oui, c'est ça, elle est en LMP, exactement. C'est la question qui apparaît là. Oui, c'est ça. Alors, si elle est en LMP, elle est dans le régime fiscal des BIC avec une SARL. Écoutez, il existe un certain nombre de dispositifs dans le cadre de la location meublée professionnelle, notamment des dispositifs du TREI qui sont particulièrement adaptés à de la transmission. Après, je ne connais pas la situation de cette dame, mais si elle a qu'un fils, c'est effectivement adapté. S'il y a plusieurs enfants, il faudra forcément qu'elle passe par une donation en partage, parce que sinon la donation pourra être rapportable. Mais il existe des solutions, madame, pour organiser votre transmission avec des dispositifs tels que les pactes du TREI. Alors, les questions continuent d'affleurer. N'hésitez pas à poser vos questions sur la petite colonne de droite. Vous les voyez défiler. On a Luc qui est basé à Madagascar, qui demande: quelle est la solution la plus fiscalement avantageuse pour un non-résident pour acheter de l'immobilier de bureau en France? La question, elle est fiscale. La solution la plus fiscalement avantageuse. Alors, la réponse va être brève. Vous pouvez toujours acheter de l'immobilier de bureau en France, mais la fiscalité qui vous sera impactée sera, si vous achetez en direct, celle des revenus fonciers, donc fiscalité française, l'article 197A du Code général des impôts, à savoir 20 ou 30%, plus les 17,2 puisque vous êtes à Madagascar. Vous pouvez aussi dire: je vais acheter avec une société à l'IS, pourquoi pas, auquel cas le résultat va remonter dans votre société qui paiera l'IS et vous paierez la flat tax, les 30%. Alors, vous résidez à Madagascar, donc net de prélèvements sociaux, 12,8%, voire la convention fiscale qui pourrait dire 10 ou 15%. Je crois que c'est pas plus de 15% à Madagascar que je connais bien. Donc, au titre des dividendes. Mais plus simplement, Luc, il vaut mieux souscrire à des parts de SCPI qui détiennent des actifs à l'étranger. Auquel cas, vous n'aurez aucun souci de gestion, une bonne mutualisation, un rendement plus élevé et une fiscalité 3 fois moindre. Ouais. On parlait de la question portée sur l'immobilier de bureau, de l'investissement sur l'immobilier de bureau. Est-ce que le télétravail va avoir un impact sur le rendement justement du bureau? Est-ce qu'on peut s'attendre à un gros changement sur ce marché-là? Alors, le télétravail, pendant 2 mois de confinement, on y a tous plongé. On sait tous ce que c'est. Et il y a 3 catégories de gens quand on est sorti de la crise. Il y a ceux qui ont été ravis,
ceux qui ont détesté, et puis ceux qui sont partagés. Donc, d'une manière générale, le télétravail à temps plein, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à y replonger. En tout état de cause, c'est certainement, à notre sens, sur toutes les analyses qu'on peut faire et qu'on peut recevoir, c'est certainement l'antichambre du chômage. Parce qu'on vit une vie professionnelle où on se crée tout un tissu social professionnel. Et imaginez quelqu'un qui fait pendant 5 ans du télétravail, il va perdre toutes ses attaches professionnelles. Et s'il a un clash professionnel, comment va-t-il rebondir professionnellement s'il n'a plus toutes ses relations avec le monde du travail? Ensuite, il faut savoir que le bureau a évolué. Puisque la question portait sur le bureau. Le bureau a évolué puisque si on se reporte aux années 60, où on était encore une société très agricole, puisque 57% de l'économie était agricole, vous n'aviez que 3 millions de personnes salariées qui travaillaient dans les bureaux contre pratiquement 9 millions aujourd'hui. Et on a vu l'ensemble de l'évolution du bureau se transformer au fil des années. Le télétravail fait que, en fait, il y a beaucoup plus de copartage, de moins en moins d'espace privatif dans les bureaux, et on voit même des gens qui sont en télétravail à temps partiel qui n'ont même plus de bureau affecté. Et donc, l'évolution du bureau va suivre l'évolution du télétravail. Mais le télétravail à temps partiel est certainement l'enjeu de demain, mais ne remettra pas en cause l'investissement dans les bureaux qui sauront s'adapter, comme ils l'ont toujours fait, à l'évolution du monde du travail. Alors Joël, qui est à Montréal, s'inquiète justement à ce sujet en disant mais qu'est-ce qui va se passer sur les investissements type de tours à bureaux, enfin les grandes tours où il n'y a que des bureaux. Est-ce que vous êtes pessimiste sur ce sujet ou pas forcément? Parce que là, vous l'êtes pas trop. Mais je le suis pas plus. Je veux dire qu'un bel immeuble haussmannien ou une belle tour à la Défense, elle sera toujours pleine de preneurs à bail. Par contre, il y a des critères environnementaux qui vont être pris en compte aujourd'hui. Et donc, certains immeubles seront peut-être moins en vogue s'ils ne regroupent pas tous ces critères environnementaux qu'on regroupe sous l'appellation ISR. Et donc, ce sont des immeubles plus intelligents qui devront évoluer. Ce seront des charges importantes pour les propriétaires, donc des immeubles plus vertueux en termes de consommation d'énergie. D'ailleurs, à partir du 1er décembre 2020, on va passer sur la réglementation technique 2020 et non plus 2012, qui va fondamentalement transformer tous les immeubles bâtis, qu'ils soient en résidentiel, qu'ils soient à vocation de bureau, en termes d'économie d'énergie et d'auto-alimentation en matière d'énergie. D'accord. Très bien. On a Laetitia qui est une non-résidente. Non, elle ne dit pas où elle est, mais on va essayer de répondre à sa question. Donc, qui explique qu'elle loue un studio meublé en LMNP depuis 3 ans, qu'elle a acheté en direct, avec peu de charges de copropriété, pas d'intérêt d'emprunt. Elle paye la taxe foncière, l'assurance, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la solidarité. Est-il trop tard, demande-t-elle, pour optimiser la fiscalité? Elle a réalisé son investissement il y a 3 ans. Laetitia loue déjà un studio en location meublée. Je vois sur le défilement qu'elle est en location meublée non professionnelle. Il faut impérativement qu'elle tienne une comptabilité, une liasse fiscale et qu'elle déclare dans la 2031 le résultat fiscal. Si elle fait cela, je ne sais pas si elle a acheté neuf ou dans l'ancien, ça peut avoir un impact sur la TVA, mais en tout état de cause, elle bénéficie de l'amortissement comptable. Auquel cas, si elle déclare dans sa 2031, elle doit avoir une fiscalité minorée. Donc, en termes d'optimisation, elle le réalise déjà. D'accord. Très bien, merci. Stéphanie explique qu'elle va rentrer travailler en France et vivre avec ses enfants, tandis que son mari restera vivre à l'étranger, mais en Europe. Elle demande si nous revendons un bien alors que mon mari n'est pas encore en France, dépend-on bien de la fiscalité française pour les PV? Bien, donc c'est un couple non résident, il va rentrer en France, enfin madame va rentrer en France, monsieur va rester à l'étranger. Alors c'est une très bonne question et je vais y répondre en 2 temps. Il existe des dispositifs spécifiques en matière de plus-value immobilière pour les non-résidents. Il y en a 2 principaux, un qui ne vous concerne pas,
puisque c'est un dispositif qui a été créé l'an dernier, qui consiste à dire et à reconnaître pour un non-résident qui quitte la France pour des raisons personnelles ou professionnelles, il pourra bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value au titre de sa résidence principale jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit son départ. Donc ça, cette dame, a priori, elle est partie il y a plus longtemps que ça, donc elle ne bénéficie pas de ce dispositif. Et ce dispositif est éligible suivant un certain nombre de critères. Il faut ne pas avoir loué le bien, donc l'avoir conservé à sa libre disposition, entre autres. Et il existe un autre texte très particulier que les notaires connaissent très mal. C'est l'article 158.2, deuxièmement, du Code général des impôts, qui est un texte qui permet, sous certains critères d'éligibilité, qui sont assez simples, de bénéficier d'une exonération d'impôt sur la plus-value à hauteur de 150 000 euros après le passage de tous les abattements de droit commun. Cet abattement de 150 000 euros, il appartient non pas au couple, mais à chaque personne physique. Par contre, un couple ne pourra pas passer 2 fois l'abattement sur la même opération. On ne peut le passer qu'une fois. Les critères d'éligibilité, donc, dans les 10 ans qui suivent votre départ de France, même si le bien a été loué, vous pouvez donc le céder, vous bénéficierez de l'abattement. Au-delà de 10 ans, il faut que ce bien soit à votre libre disposition au 1er janvier de l'année qui suit la cession. Ça veut dire que si vous voulez vendre en 2020 le bien, il ne faut plus qu'il y ait de locataire depuis le 1er janvier 2019. Auquel cas, vous pourrez bénéficier de l'abattement de 150 000 euros. Il y a il y a 2 autres conditions. Il faut que ce soit un bien d'habitation d'une part, et une autre condition, et tous les non-résidents n'en bénéficient pas. Il faut que vous ayez résidé en France au moins 2 ans avant la cession, au sens fiscal du terme. Donc, il faut pouvoir justifier d'une résidence fiscale, même il y a très longtemps, au moins 2 ans avant la cession. Et puis, il y a une dernière condition très particulière qu'on oublie souvent, c'est que, je le dis parce qu'il y a peut-être des auditeurs étrangers, ce dispositif ne s'applique qu'aux ressortissants de l'Union européenne. Ça veut dire qu'un Australien qui a un bien immobilier en France ne pourra pas s'en servir, ne pourra pas en bénéficier. Voilà. Donc un texte, le 158.2, deuxièmement, très particulier. Si vous avez besoin d'éléments, vous pourrez passer par le petit journal et on pourra vous faire passer des éléments d'information. Bien entendu. Stéphane de Dubaï pose la question suivante. Est-il avantageux de détenir une société à l'IS en France, j'imagine une société immobilière, filiale d'une société mère basée à Dubaï, lui-même étant basé à Dubaï? C'est une bonne question technique. Il faut savoir que dès lors que vous êtes à l'IS et que la société a une prépondérance immobilière en France, dans tous les cas, la fiscalité française s'appliquera. Après, j'ai un élément auquel je ne peux pas répondre tout de suite. Il faudrait que je regarde la convention fiscale en matière de personnes morales pour voir ce que dit la convention sur le jeu de la bilatéralité. À mon sens, il y aura quand même une fiscalité en France, puisqu'on a une équipe très talentueuse à Dubaï. On a de très nombreux clients à Dubaï. Et en ce qui concerne la fiscalité française, on sait comment ça se passe pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, je ne suis pas sûr qu'il y ait un véritable avantage de la faire détenir par une société dubaïote, étant entendu que dans tous les cas, la fiscalité à l'IS trouvera à s'appliquer en France. Par contre, si c'est une personne physique dubaïote qui le détient et pas une société, sans doute on pourra remonter des dividendes en franchise de prélèvements sociaux, voire à un taux de 0 en fonction du taux que détermine la convention fiscale bilatérale. Ça peut être intelligent, mais par la personne physique, pas par une société. Parfait, merci pour Stéphane, merci pour la réponse Olivier. Une petite question, c'est plus générique, c'est quel est selon vous le meilleur moyen de transmission pour le patrimoine immobilier? Alors c'est assez vaste, mais vous êtes un expert et vous allez nous éclairer sur ce point. Ça rejoint un peu la première question. Il y a 2 méthodes de transmission. Ce qu'on appelle les mutations à titre gratuit en droit. Il y a les mutations à titre gratuit qu'on subit, une succession, et les mutations à titre gratuit qu'on organise, une donation. Tout dépend ce qu'on transmet. Si on transmet la pleine propriété, eh bien, en ligne directe, vous aurez un abattement de 100 000 euros qui est l'abattement de droit commun par bénéficiaire en ligne directe. Et je précise que la ligne directe, elle fonctionne entre les parents et les enfants, mais entre les parents et les ascendants, s'il n'y avait pas d'enfants.
Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, à ce moment-là, si on veut prendre un exemple très simple, vous avez un couple marié en communauté qui détient un bien immobilier en France, qui veut organiser la transmission. S'il l'organise par une donation, en supposant que le couple a moins de 61 ans, puisque le barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts établit un barème dégressif en matière de démembrement de propriété, puisque c'est un véritable sport national en France d'organiser sa transmission en bénéficiant d'abattements considérables quand on transmet à des enfants la nue propriété et qu'on organise la transmission entre époux au travers d'une libéralité, que ce soit une donation en dernier vivant ou un testament. Eh bien, à moins de 61 ans, l'article 669 du Code général des impôts établit un abattement de 50%. Reprenons l'exemple, le couple détient un bien immobilier d'1 million à Paris, veut le transmettre à ses enfants pour optimiser la transmission, notamment les droits de mutation à titre gratuit. Ils ont tous les deux moins de 61 ans, donc ils détiennent 500 000 € chacun. Ils ont 3 enfants. Eh bien, ils vont pouvoir donner 500 000 € à chacun des 3 enfants en nue propriété. En nue propriété, on bénéficie à moins de 61 ans d'un abattement de 50%. Ça veut dire que les 500 000 €, si on le prend par branche, ça sera la même chose pour monsieur. Madame va donner 83 333 € à chacun de ses enfants. Donc, elle sera en dessous de l'abattement de 100 000 € en ligne directe. Monsieur va faire pareil. Au premier décès, le conjoint survivant aura un usufruit successif. Donc, si le bien est l'habitation principale, il en jouira. Si c'est un bien locatif, il percevra les loyers. Et au deuxième décès, les enfants vont se retrouver pleins propriétaires, sans aucun droit de mutation à titre gratuit à payer. Il n'y aura juste qu'une taxe de publicité foncière au départ de l'opération, de manière à organiser la transmission et la conservation des hypothèques. Sinon, ça c'est la mutation à titre gratuit qu'on organise. Après, il y a celle qu'on subit, qui peut arriver à peu près au même résultat lorsqu'il y a un décès. Donc, si on a bien organisé sa transmission matrimoniale entre époux, en fonction du régime matrimonial, eh bien, on va pouvoir arriver à peu près au même résultat. Mais il est bien de se faire accompagner et de l'organiser en amont, de faire tous les calculs qui s'imposent. Alors, on évoquait en introduction le fait que c'était plus difficile d'obtenir ces prêts. Bertrand demande comment obtenir un effet de levier via un emprunt pour un investissement dans des SCPI en dehors des produits SCPI proposés par la banque prêteuse. Ah, c'est une super question, ça. Effectivement, Bertrand qui la pose. Oui, Bertrand, effectivement, Bertrand, les banques domestiques françaises ne prêtent sur des véhicules comme les SCPI que sur leurs véhicules propres. Et donc, c'est une véritable difficulté parce que leur véhicule propre peut être très bon, mais peut ne pas être non plus le meilleur du marché. Et sur des gros montants, on disait tout à l'heure, c'est toujours bien de mutualiser sur plusieurs gestionnaires différents. Alors, soit vous êtes éligible à la banque privée, et auquel cas, ils seront dans ce que nous appelons dans notre jargon en architecture ouverte. Ils vous donneront accès à tous ces gestionnaires. Encore que très souvent, la liste des gestionnaires est relativement limitée. Sinon, eh bien, ça sera pas simple de vous faire financer. Nous y arrivons parce qu'on est très gros, on est les leaders sur les non-résidents et on a des accords bancaires qui durent depuis une quinzaine d'années. Et à ce titre-là, on arrive à financer tous nos clients en architecture ouverte. Je dis pas que c'est facile, mais on y arrive. On a très peu de casse. Mais c'est une véritable difficulté, étant entendu que les banques domestiques aussi ont beaucoup de mal à financer les non-résidents sur des fondamentaux qui sont erronés. Notamment en Europe, on nous parle souvent de libre prestation de services. C'est vrai pour le crédit immobilier, mais elle est très très facilement surmontée auprès d'une déclaration à notre autorité de tutelle qui est l'ORIAS sur la partie de crédit immobilier qu'on appelle IOBSP, intermédiaire en opération de banque. Voilà. Donc, pas facile, mais nous, on a des solutions, on peut y arriver. Alors Fabrice rebondit un peu sur la question, il dit « Quitte de la pérennité des taux bas au sortir de la crise ?» En gros, est-ce que les taux vont remonter? Alors, c'est une question, j'ai la réponse, je suis pas sûr d'avoir raison, bien évidemment. La courbe des taux est très basse depuis des années. On a vu au mois de juillet-août là une remontée des taux longs de 30 centimes, ce qui fait que les taux des crédits sont remontés légèrement. Globalement, les taux devraient rester bas parce que je vois pas les États assumer les dettes abyssales qui sont en train de se créer
avec des taux élevés. Ça, c'est la première réponse. La question de la sortie de crise, on se la pose déjà. Il n'y a pas de raison que les taux remontent, il n'y a pas d'inflation à ce jour. Le risque que les taux remontent proviendrait davantage d'une crise systémique, un peu comme celle qu'on a connue en 2008, où là, nous serions extrêmement inquiets et il vaudrait mieux souscrire des crédits à taux fixe que des crédits à taux révisables. Parce qu'on l'a vécu en 2008 où les taux sont brutalement montés de 3 points avec la crise Lehman Brothers et que pour des gens, 3 points, c'était devenu intolérable. Bien sûr. On a Caroline qui a une question très précise. Peut-on donner l'usufruit d'une part de SCPI à un enfant? Alors, la réponse est oui, bien sûr. Ça s'organise chez un notaire, mais traditionnellement, on ne donne pas l'usufruit à un enfant, on se le garde. On va donner la nue propriété. Pour autant, ça peut être extrêmement intelligent de donner un usufruit, mais un usufruit temporaire à des enfants, en bénéficiant toujours de l'article 669 du Code général des impôts, qui donne un barème fiscal à 23% de la valeur en pleine propriété. C'est notamment valable pour des gens qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune en France, en tant que non-résidents, sur leur assiette d'actifs immobiliers français, parce que ils vont donner les fruits à leurs enfants pendant une durée limitée maximale de 10 ans. Ils peuvent même faire un usufruit successif sur plusieurs de leurs enfants. Et à ce titre-là, ce sont les enfants qui seront assujettis à la fiscalité foncière. S'ils sont résidents fiscaux en France, eh bien, ils pourront bénéficier d'un barème progressif, alors que le barème démarre à 20% quand on est non-résident, ou 30% en fonction du résultat foncier. Et d'autre part, eh bien, ça leur permettra d'éluder l'IFI et de sortir ça de leur assiette de l'IFI. Et ils retrouveront l'usufruit à l'échéance de 10 ans. Très bien. On a Sébastien qui vous demande une projection par rapport à la prochaine, au prochain PLF, projet de loi de finances 2021, en matière de fiscalité des non-résidents et notamment sur les questions immobilières. Est-ce que vous avez des informations ou des tendances? Alors, il y a 3 sujets qui nous concernent dans le projet de loi de finances, et je dis bien le projet de loi de finances, oui. Et ils peuvent être votés ou ne pas être votés. Il y a un premier sujet qui concerne l'assurance vie, où les députés du MoDem veulent modifier la fiscalité de l'assurance vie en matière de transmission. L'amendement a été rejeté à 2 reprises. Il a été encore mis à l'œuvre hier. Nous ne pensons pas que cet amendement verra le jour, où il voudrait rapprocher la transmission par l'assurance vie du barème progressif des droits de mutation à titre gratuit. Deuxième sujet, il y a, et ça va être voté, pour des gens qui ont des terrains, ils vont pouvoir vendre leurs terrains à des promoteurs immobiliers en bénéficiant d'un abattement sur la plus-value de 70%, voire 85% s'il s'agit de construire des logements sociaux dans les 4 ans de la cession. Donc ça, c'est un dispositif très particulier. Alors, la question de savoir si les non-résidents y seront éligibles, ben on le saura au moment où ça sera voté, puisque traditionnellement, dans une loi, il est expressément fait référence aux résidents fiscaux français au sens de l'article 4B. Donc, si cet article n'est pas en référence dans le projet de loi, ça veut dire que les non-résidents y seront éligibles. Et le dernier volet, l'ensemble des parlementaires des Français de l'étranger, à leur initiative, sont des gens remarquables qui, quelle que soit leur appartenance politique, défendent les expatriés sous toutes leurs formes. Il faut savoir qu'il y a quand même 420 000 contribuables non résidents aujourd'hui, qui représentent une source de recettes fiscales. Je vais donner qu'un chiffre, hein. Les prélèvements sociaux représentent 300 millions d'euros par an de recettes prises sur les non résidents, qui n'existaient pas en 2012. Et donc, les députés des Français, les parlementaires au sens large, sénateurs et députés des Français de l'étranger, ont l'intention d'entamer des class actions à l'anglo-saxonne contre le Trésor public, de manière à faire cesser cette incurie que sont les prélèvements sociaux sur les revenus et plus-values du patrimoine immobilier des non-résidents. Voilà. Donc ça sera une conséquence. Ce ne sera pas une conséquence du projet de loi de finances, mais ça sera certainement un des sujets à 18 mois d'une élection majeure où on a les statistiques des non-résidents qui ont évolué enfin en 2019. On est passé d'un chiffre qui stagnait de 2,2 millions à une réalité qui est de 3,5 millions de Français qui résident à l'étranger. Voilà. Donc, voilà ce qu'on en sait aujourd'hui qui concerne le patrimoine. Après, on peut encore avoir des surprises, bien évidemment.
En tout cas, vous pouvez suivre notre blog et notre site, voir notre lettre trimestrielle à laquelle vous pouvez vous abonner parce que on enverra l'information, voir sur notre page LinkedIn dès qu'on en saura plus ou qu'on aura des certitudes. Alors, Frédéric pose une question. Il y a, on a le réchauffement climatique et son impact prévisible, la nouvelle réglementation thermique que vous avez abordée tout à l'heure. Et il dit comment arbitrer à moyen terme un patrimoine locatif. Alors lui, dans son cas, c'est détenu notamment dans le sud de la France. Est-ce qu'il faut le rénover, le revendre, ou est-ce qu'il faut investir ailleurs? En gros, où faut-il investir aujourd'hui en fonction de ces éléments? On avait une question également sur le sud de l'Espagne. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans le sud de l'Espagne avec le réchauffement? Alors, je suis pas hyper compétent sur l'Espagne. Par contre, on a une agence en Espagne qui serait en mesure d'y répondre et on pourra, si on avait la question écrite, on pourra y faire répondre par écrit par notre agence en Espagne. La question concernant l'évolution de la norme technique en matière de réchauffement climatique ne concerne que le collectif. Donc, ça veut dire que là, c'est quelqu'un qui a un bien immobilier en collectif et qui va être soumis soit à des charges de copropriété considérables, soit il va vendre le bien. Ce qui est sûr, c'est que il y a un véritable chantier qui est ouvert et il ne faut pas minimiser l'impact. Par contre, il y a différents courants de pensée sur le sujet. Il y a tous ceux qui sont vertueux et qui se disent qu'il n'y a que cette solution-là. Il y a tous ceux qui mesurent ça par rapport à l'impact carbone. Il y a tous ceux qui procèdent plus à des schémas d'exclusion qui disent tout ce qui ne bénéficiera pas d'une norme en RT 2020 eh bien, doit être exclu de la distribution. Donc, c'est un sujet sur lequel on est extrêmement pertinent. Après, c'est la copropriété qui décidera. Voilà. Mais se mettre aux normes, si vous n'y êtes pas, très certainement qu'il y aura un coût avec un malus écologique, un peu comme pour les véhicules. Voilà. Et ça, on le sent arriver. On voit le marché bouger, Olivier, notamment avec Airbnb, puisque les locations saisonnières se sont cette année un petit peu plutôt effondrées. Donc il y a beaucoup de locations en meublé. On voit beaucoup d'annonces de locations en meublé. C'est un glissement du modèle Airbnb. Et est-ce que c'est un repositionnement sur ces locations saisonnières? Alors, ma réponse en deux temps. Le glissement du modèle Airbnb, il est provoqué par le fait qu'aujourd'hui, la plateforme, en tout cas en France, est obligée de révéler le montant de ce qu'elle verse en tant que recette aux propriétaires. Et donc, le pas vu, pas pris parce qu'on passait par une plateforme, c'est fini. En tout cas, il ne faut pas jouer avec ça. Le deuxième schéma, ça vient aussi du fait que vous avez toute une population, je disais dans l'introduction, que le Français est traditionnellement propriétaire de sa résidence principale et qu'il y a quand même des gens qui sont dans la difficulté financière. Et procéder à de l'allocation saisonnière d'une partie de sa résidence principale, c'est devenu une véritable politique de gestion de son patrimoine immobilier qui agrémente certains détenteurs de résidence principale au niveau de leurs revenus. Et donc, c'est pas à minimiser. Et les règles fiscales font que jusqu'à 23 000 € de recettes TTC, il n'y a pas de cotisation sociale. Et il ne faut pas dépasser les 120 jours de location de sa résidence principale. Et c'est donc un petit peu comme le marché du viager, où les gens qui devront se financer une maison de retraite, on sait qu'une maison de retraite peut au prou en moyenne, ça coûte 3 000 € par mois. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens au titre de leur pension de retraite, eh bien ils vendront leur maison en viager pour avoir une recette qui leur permettra de le faire. Et donc ça s'apparente un peu à la location saisonnière. Tant qu'on n'est pas dépendant, on fera de la location saisonnière pour augmenter son revenu au titre de la retraite. Et une fois qu'on sera dépendant, on mettra peut-être la maison en vente en viager de manière à avoir un revenu régulier qui nous permettra d'abonder au financement d'un EHPAD.
Alors justement, on a deux internautes qui se posent des questions par rapport aux EHPAD et une troisième même un troisième qui réagit. Donc Jane et Laetitia demandent est-ce que c'est quand on est non résident, est-ce qu'un investissement en EHPAD est vraiment intéressant? Alors, l'investissement en EHPAD, c'est intéressant parce qu'on est dans le dispositif fiscal de l'allocation meublée, à la différence de l'anecdote que je disais tout à l'heure que le preneur de bail ne doit pas être infusible, traditionnellement, pour être exploitant d'un EHPAD, il faut être agréé par l'agence régionale de santé. De facto, tous les fusibles sont exclus de ce type d'opération. Donc, il y a une véritable sécurisation du rendement et une optimisation du rendement par le dispositif de l'allocation meublée, qu'elle soit non professionnelle ou professionnelle. Après, quand on va dans un EHPAD, il ne faut pas se dire qu'on va le revendre avec une plus-value. Quand on achète une chambre sans les parts de copropriété, on n'achète qu'une chambre. On ne va pas revendre une chambre dans une maison de retraite. Par contre, le rendement, il est fiabilisé. Si on veut faire une opération pour se constituer du revenu complémentaire optimisé fiscalement à la retraite, il vaut mieux acheter une résidence étudiante, il vaut mieux acheter une résidence de tourisme, voire des parts de SCPI qui ne sont pas sous le même régime fiscal. Voilà. Si on a la volonté de revendre un jour. Si on n'a pas la volonté de revendre un jour, l'EHPAD est particulièrement adapté. Alors, on a une question, merci Olivier, on a une question de Stéphanie qui demande les taux proposés pour les non-résidents ne sont généralement pas très attractifs. Quel serait un taux acceptable pour investir dans de l'ancien sur 10 ans? Ben moi, je vais répondre à Stéphanie que si vous avez de bonnes relations avec votre banque, en fonction de votre âge également, puisque on parle souvent du taux, mais avec le taux, il y a l'assurance décès invalidité. Et plus on avance en âge, plus elle a un coût élevé. Jusqu'à un certain point d'ailleurs où les banques ne veulent plus assurer. Donc, sur une durée de 10 ans, si vous avez moins de 58 ans, je dirais que vous pouvez avoir un taux autour de 1,10, 1,20 dans l'ancien. Ça me paraît raisonnable. Mais ça, c'est votre banque domestique. La banque qui va vous faire du crédit sec à ce taux-là n'existe plus. Le crédit sec, à l'époque où les taux étaient à 3 ou 4%, c'était facile. Aujourd'hui, les banques ne gagnent pas d'argent en faisant du crédit immobilier traditionnel. Donc, seule votre banque domestique sera en mesure de vous le faire, sauf à vous bancariser ailleurs, bien évidemment. Donc voilà, un 10, un 20 me paraît raisonnable sur une durée de 10 ans. Parfait, voilà Stéphanie, la réponse. On va aborder la dernière demi-heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la colonne de droite comme vous le faites déjà nombreux depuis le début de ce webinaire. On a un cas concret, quelqu'un qui possède différents biens en France, qui a trois héritiers et qui demande comment optimiser la fiscalité en constituant une seule société qui détient tout ou une société pour chaque bien. Voilà, qu'est-ce qui est le plus approprié? Alors, là encore, une réponse avec quelques nuances. Si ce sont des biens qui sont en location nue ou la résidence principale, nous n'aimons pas mélanger la résidence principale dans une société et les biens en locatif. Ensuite, si ce sont des biens qui sont en location nue, la société civile immobilière sera particulièrement adaptée et à ce moment-là, la société civile immobilière permettra d'éviter l'indivision. Si cette personne a 3 enfants et a 3 biens, elle peut aussi organiser la transmission en transmettant au travers d'une donation-partage la nue propriété des biens à ses 3 enfants. S'ils n'ont pas la même valeur, elle pourra procéder à ce qu'on appelle des récompenses qui seront un rééquilibrage au travers soit de donations en numéraire, de manière à ce que chaque enfant récupère la même quotité dans la succession. Très bien. Florence, qui est en Espagne, donc non résidente, demande quelle est la meilleure formule fiscale pour acheter une résidence secondaire en France? Si c'est une résidence secondaire qu'elle n'a pas forcément vocation à être louée, il n'y aura pas de fiscalité foncière sur les revenus fonciers. Il y aura une taxe foncière, il y aura une taxe d'habitation, ça s'arrêtera là. Après, s'il y a une logique de transmission, après vous pouvez toujours acheter dans une société civile immobilière, bien évidemment, mais uniquement s'il y a une logique de transmission. Je démystifie la société civile immobilière. S'il n'y a pas de logique de transmission pour éliminer l'indivision, la SCI n'est pas une tarte à la crème.
Arnaud à Londres demande comment optimiser fiscalement, enfin comment éviter une double imposition lors d'un rachat d'assurance vie lorsqu'on est non résident. Alors, c'est pas une question sur le sujet de l'immobilier, mais je vais quand Oui, même y pardon. répondre. Euh, c'est Arnaud, hein. Oui, Arnaud Arnaud, absolument. pose une bonne question. C'est compliqué, Arnaud. L'assurance vie, elle est pas traitée dans les conventions fiscales, vous la verrez nulle part, sauf qu'elle est implicite. Traditionnellement, c'est à l'article 10 ou 11 des conventions fiscales, vous avez une rubrique qui s'appelle intérêt. Et c'est là qu'on trouve la fiscalité de l'assurance vie, puisqu'une assurance vie, ce sont des intérêts de créances non négociables. Et donc, la convention va établir un barème fiscal qui peut être de 0, mais pour pouvoir bénéficier du barème dérogatoire, vous allez devoir révéler aux autorités fiscales de votre pays de résidence, grâce à des formulaires CERFA français, les 5000 et 5002. Le 5001, c'est l'annexe qui explicite comment on règle le 5000, qui va vous faire révéler à l'administration fiscale de votre pays de résidence l'existence d'un contrat et d'éventuelles plus-values sur votre rachat. Sans cela, vous ne pourrez pas procéder au rachat parce que l'établissement financier a l'obligation de respecter les règles bilatérales applicables. Et de facto, la convention fiscale va établir un barème de retenue à la source sur le rachat partiel s'il y a une plus-value. En tant que non-résident, en application du L136.6 du Code de sécurité sociale, vous serez exonéré de prélèvements sociaux, à la différence de l'immobilier. Par contre, si vous avez une retenue à la source en France, elle générera un crédit d'impôt ou un taux effectif déductible de l'impôt du pays de résidence assujetti à cette plus-value mobilière liée à l'assurance. Voilà. C'est technique. C'est pour ça que nous allons très souvent vers le Luxembourg, parce que les compagnies françaises imposent ce formaline et pas les compagnies luxembourgeoises. Très bien, merci pour la réponse, Olivier. Une petite précision pour une de nos internautes que j'ai oublié de préciser, Olivia. Elle demande s'il y aura un récapitulatif du webinaire. Alors, il y aura un article dès demain dans lepetitjournal.com, mais surtout, vous aurez la possibilité de voir en replay, d'accéder en replay à l'intégralité de ce webinaire pour ceux qui n'auront pas pu le voir dans leur intégralité, ou si vous voulez le recommander, évidemment, à vos amis qui peuvent être intéressés par ces sujets, ces questions et l'expertise d'Olivier Grenon-Andrieux, le président du groupe Equans. Mais Hervé, Olivia peut aussi contacter, si je ne sais pas dans quel pays elle est, notre représentation sur place. Oui. Alors, on a 55 représentations dans le monde, donc elle peut aussi contacter nos représentations sur place. C'est le meilleur conseil qu'on peut lui donner, absolument. Et elle trouvera, j'imagine, tout sur le site du groupe Equans. Une question concernant en fait le secteur de la location meublée, tourisme, affaires, qui ont beaucoup souffert lors du Covid. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un rebond et est-ce que c'est un secteur dans lequel finalement il faut investir aujourd'hui? C'est une question difficile. Oui. Alors, le tourisme n'a pas été impacté de la même manière puisque on n'a pas eu de visiteurs étrangers. Par contre, on a eu un tourisme national pendant l'été extrêmement dynamique. Voilà. Nous, en particulier, puisque les gens ne le savent pas, mais notre siège social, bien qu'on ait des bureaux parisiens et à Toulouse, on a notre siège social à Montpellier, dans le Languedoc, et donc on a eu un flux migratoire considérable, d'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, on passe en zone extrêmement affectée par la crise sanitaire. Et donc, tout ce qui est touristique dans la région a particulièrement bien fonctionné. Après, on ne va pas épurer et apurer cette crise très rapidement. De facto, le tourisme va forcément être impacté pendant la saison hivernale. Si on veut se projeter sur la saison hivernale au ski, où les protocoles des stations envisagent de limiter le nombre de passagers dans les bennes, porter le masque dans les bennes, voilà, ça risque de pas être une sinécure. Donc le tourisme ne sortira de cette crise que lorsque on sortira de la crise sanitaire. Par contre, un investissement immobilier, c'est pas un investissement qu'on fait sur 1 an ou 2 ans, c'est un investissement qu'on fait sur le long, voire le très long terme, minimum 8-9 ans. Donc, de facto, j'ai bon espoir qu'on soit sorti de cette crise avant.
Oui, espérons en effet. Alors on a PR, j'ai juste ses initiales, mais sa question est intéressante. Il demande quel est l'impact, ou c'est peut-être elle d'ailleurs, quel est l'impact de l'amortissement en LMNP sur la plus-value en cas de revente? Eh bien, c'est une bonne question, mais en fait, le LMNP, l'amortissement passe au titre des recettes. Par contre, on ne le réintègre pas pour le calcul de la plus-value parce qu'en non professionnel, on est sur le régime des plus-values de droit commun. Donc, exonération après 22 ans de détention avec le régime d'abattement à partir de la 5e année et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc, l'amortissement n'a pas d'impact. En professionnel, il a de l'impact parce qu'on le réintègre dans la plus-value. Donc, c'est pas neutre, mais pas en loueur meublé non professionnel. D'accord. Bertrand envisage de faire un investissement. Il a 4 héritiers et il évoque l'intérêt ou non d'une SCPI avec démembrement. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de ce sujet, de ce point? Oui, c'est une bonne question de Bertrand. Alors, ce que je vais répondre, c'est pas forcément ce qu'il faut que Bertrand fasse. Parce que je ne le connais pas, je ne connais pas son âge, mais c'est un schéma, le démembrement, où il y a deux manières d'acheter. Tout à l'heure, je parlais du démembrement qu'on organise ou qu'on subit. Ce sont les mutations à titre gratuite. Donc, vous avez un investisseur qui va acheter la pleine propriété là d'une SCPI ou d'un bien et qui va organiser soit sa transmission en donnant la nue propriété à ses ayants droit, en bénéficiant des abattements. Rappelez-vous l'exemple de l'appartement parisien pour un couple en communauté. Ou en cas de décès, la transmission va être structurée de telle manière qu'en application de la liquidation du régime matrimonial, le conjoint, si ça a été bien fait, va se retrouver usufruitier et les enfants vont se retrouver nus propriétaires. Ça, c'est un schéma d'investissement et d'organisation. Mais il est tout à fait possible pour Bertrand de suivre ce schéma et d'organiser la donation où il faut passer chez le notaire. Bien que ce soit un bien mobilier, il faut aller chez le notaire. Et il y a un deuxième schéma d'investissement, donc ça dépend de l'âge des enfants, où on va faire acheter l'usufruit par les parents et acheter la nue propriété par les parents. Et là, le gros intérêt, c'est qu'on ne consomme pas de l'abattement en ligne directe, puisque c'est ce qu'on appelle une mutation à titre onéreuse. L'un achète la nue propriété, les enfants, l'autre achète l'usufruit. Pour ce faire, il faut qu'ils soient déjà dans un âge avancé, installés dans la vie avec une bonne rémunération et déjà propriétaires de leur résidence principale pour pouvoir s'endetter pour acheter la nue propriété. Et là, on peut faire des opérations extrêmement intelligentes parce qu'on sort du barème fiscal et on peut utiliser le barème économique. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça me prendrait trop de temps et j'imagine qu'il y a plein de questions. Mais le schéma d'acquisition d'un bien en démembrement en utilisant le barème économique, si vous avez des questions plus tard à nous poser, dites je voudrais acheter des parts de SCPI sous le schéma d'une mutation à titre onéreuse. Et là, on saura vous l'expliquer dans le détail, mais c'est particulièrement intelligent. Ça dépend en fait, avec des décotes, du nombre d'années où on ne va pas encaisser de loyer. Voilà. C'est ça, c'est une méthode mathématique d'actualisation des flux qui, sur des durées de 3 à 20 ans, permettent, voire viagères, permettent d'avoir un schéma d'investissement particulièrement intelligent. Très bien. On a Alexis qui pose une question. Alors, il demande s'il est intéressant de loger dans une holding des biens immobiliers et notamment des SCI avant de s'expatrier. Donc, lui-même, a priori, n'est pas encore expatrié. Je vois la question à l'écran. Je vais y répondre. Oui, Alexis, ça peut être intelligent. Sauf que quand vous allez rentrer une SCIR dans une holding à l'IS, la SCI à l'IR va suivre le schéma fiscal de la holding. Elle sera automatiquement à l'IS. Ça, c'est le premier élément. Il y a un schéma plus intelligent, Alexis. C'est que vous achetez une SCI à l'IR et vous allez céder l'usufruit à une holding à l'IS, auquel cas, je parle de l'usufruit des parts et pas l'usufruit du bien, auquel cas, votre holding à l'IS va pouvoir amortir le bien. Et à l'issue du démembrement, vous allez retrouver la pleine propriété dans la SCI à l'IR et bénéficier de l'amortissement des plus-values à long terme, à savoir 22 ans ou 30 ans pour les prélèvements sociaux. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et ça, on s'en est fait une véritable spécialité sur des schémas et c'est comme ça qu'il faut le faire et pas autrement. Sinon, vous allez retrouver tous vos actifs soumis à l'IS. Alors, on peut passer à l'IS. On peut revenir en arrière, une fois, c'est une option qui a été instituée par la loi de finances
pour 2019. On peut revenir à l'IR. Par contre, on ne peut le faire que dans les 5 ans de l'option. Donc, ce sont des schémas intelligents à manipuler avec précaution. Et très techniques. Merci. Et très techniques. Dominique au Luxembourg. Donc Dominique explique qu'il a un fonds de pension au Luxembourg et il demande est-ce qu'il sera soumis à l'imposition française s'il rapatrie certaines sommes en France dans une SCPI. Alors, tout dépend de la qualification du fonds de pension au Luxembourg. Si c'est dans une enveloppe assurance vie, s'il réside fiscalement en France, on est dans la 3e directive européenne sur l'assurance vie de 94, auquel cas, s'il réside en France, son contrat d'assurance vie luxembourgeois sera traité comme un contrat d'assurance vie français. Si c'est un véritable fonds de pension où il y a une sortie en capital, et je suppose que Dominique a été haut fonctionnaire d'une institution internationale pour que le fonds de pension soit au Luxembourg, il faut regarder les statuts de l'établissement pour lequel il travaillait pour voir comment se font traiter. Traditionnellement, en fonction de la nationalité du haut fonctionnaire, il y a une retenue à la source qui est faite sur les abondements, de telle sorte que les sorties sont en franchise d'impôt sur les plus-values. Mais il y a une retenue à la source. Je suis pas capable de répondre sur le sujet tant que je n'ai pas vu de quoi il s'agit précisément. Après, pour ce qui concerne l'entrée dans des SCPI, une fois qu'on a purgé la fiscalité du véhicule, on en fait ce qu'on veut. Et bravo pour aller dans de la SCPI, Dominique. C'est un véhicule qu'on aime beaucoup. Allez, on aborde les 20 dernières minutes. N'hésitez pas à poser vos questions, les dernières questions. Peut-être, on va essayer de répondre au maximum, de nos internautes. Merci à tous. Sébastien demande, on entend beaucoup parler de la fin du LMNP pour 2022. Alors, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal ou si vous en entendez parler également, Olivier, ou si vous voulez être rassurant. Non. Vous savez, des fois, on annonçait la fin de la Pinel pour 2020. Elle a été prorogée jusqu'à 2022. Donc, surtout avec la crise sanitaire qu'on vit et ses conséquences économiques et sociales, je crois qu'on peut être tout à fait serein sur le fait de se dire que pour accompagner non pas les investisseurs, mais les exploitants, parce qu'ils souffrent actuellement, le dispositif sera prorogé. Voilà. Par contre, attention, le dispositif fiscal de la location meublée est quand même dans l'œil du Trésor public. Il faut, même si vous êtes en location meublée non professionnelle aujourd'hui, et c'est dans la loi de finances pour 2021, et que vous dépassez 23 000 € de recettes, attention, pour l'instant, on ne l'a pas vu arriver, mais un jour ou l'autre, ça arrivera, vous serez assujetti aux cotisations sociales. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Il y a un vrai risque que ça arrive à un moment ou à un autre. Donc plutôt fiscalité que suppression, oui, si je comprends bien. Oui, bon, c'est souvent le cas. Dada nous demande, elle est non résidente, elle possède 2 appartements en France en direct et elle souhaite transmettre à son frère parce qu'elle n'a pas d'enfant et lui-même le frère est résident français. Est-ce que c'est intéressant de transférer ces appartements en SCI? Écoutez, le frère en l'occurrence n'est pas un héritier réservataire. Non, la SCI n'apportera rien si elle a qu'un seul frère. Pour autant, en fonction, c'est un peu comme le schéma de tout à l'heure, en fonction de la situation de son frère, peut-être que ça vaudrait le coup de céder le bien à une SCI, je dis bien céder, ça déclenchera la plus-value, et de faire rentrer son frère dans la SCI à plus de 50%. Il faut que le frère puisse à ce moment-là s'endetter pour le faire. Voilà. Sinon, je ne connais pas la valeur du bien non plus, mais l'abattement sera limité et les droits de mutation seront importants. Mais il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Très bien. Il y a un marché qu'on n'a pas abordé, c'est le marché du neuf. On a vu qu'il y avait peut-être de nouvelles attentes là depuis le confinement, notamment vers la province, vers des jardins, des terrasses. Je parle notamment pour les Parisiens évidemment. Est-ce que ce marché du neuf peut voir son attractivité renforcée? Très probablement. On a vu qu'avec le confinement au mi-mars, la plupart des gens qui avaient une résidence secondaire se sont enfuis dans leur résidence secondaire. Donc, fatalement, que ça va modifier certains comportements.
on peut constater quand même qu'il n'y a pas de baisse sur le résidentiel et sur le neuf. Mais attention, c'est peut-être alimenté par le fait qu'il y a une forme de pénurie qui est d'une part liée à la suspension des travaux pendant le confinement et d'autre part, et plus important, par les élections municipales. Car il faut savoir que les municipalités qui délivrent les permis de construire, 6 mois avant les élections, elles suspendent les permis et le temps de mettre en place les conseils municipaux, de reprendre les présidences des sociétés d'économie mixte, il se passe 6 mois, quasiment 1 an, sans qu'il y ait de permis. Donc la raréfaction des opérations, et on le voit, fait que les prix montent. Donc il n'y a pas de baisse dans le résidentiel, on pourra le voir mi-2021. Mais le résidentiel, a fortiori hors forte agglomération comme Paris, reste particulièrement attractif. Mais il ne faut pas non plus trop s'écarter d'un bassin d'emploi et imaginer le télétravail à temps plein. On en a parlé tout à l'heure. Oui, effectivement, tout le monde ne pourra pas se téléporter. Vous pouvez poser encore vos questions. On a encore une petite quinzaine de minutes. On peut aborder évidemment tous les points. On a déjà parlé de beaucoup de choses. On a François qui évoque justement les revenus au-delà de 23 000 euros en LMNP. J'y vais y arriver, et notamment les cotisations sociales qui sont obligatoires. Est-ce que les non-résidents sont concernés? Alors, pour l'instant, elles ne sont pas obligatoires, elles risquent de le devenir. Si vous faites une liasse fiscale et c'est obligatoire, forcément, ça déclenchera les cotisations sociales. Aujourd'hui, elles ne sont obligatoires en location meublée non professionnelle que pour les gens qui font de la location saisonnière de leur résidence principale. Voilà. Très bien. Quel conseil vous donneriez pour préparer un petit peu sa retraite à partir de placements immobiliers? Comment articuler tout ça? C'est vaste, mais… C'est vaste. Déjà, la première chose à définir, c'est son budget. Quand on arrive de la retraite, on connaît son patrimoine. On a fait faire des simulations par la CNAV sur le niveau de sa pension de retraite si on a cotisé en France, bien évidemment. Et on sait très bien que la population expatriée a beaucoup changé ces 30 dernières années. Moi, quand j'ai commencé ce métier, les 2/3 des gens qui partaient étaient avantagés au travers de contrats d'expatriation avec des très gros packages. Aujourd'hui, cette population représente à peine 30-33%. Il y a beaucoup de contrats locaux, donc les gens se construisent leur patrimoine eux-mêmes et leur pension de retraite eux-mêmes, soit sur une pension locale qu'ils rapatrieront en France, soit au travers de la construction patrimoniale. Et donc, qui dit retraite dit construction de revenus complémentaires. Alors, le revenu complémentaire, on peut le faire par de l'assurance vie, on peut le faire avec de la location meublée, on peut le faire avec des parts de SCPI. Après, il faut simuler fiscalement quand on cumule en tant que résident fiscal français, si on est amené à rentrer en France, quid de la fiscalité de manière à optimiser l'agglomération de tous ces dispositifs si on a un peu de tout. Il n'y a pas de solution miracle. Les gens qui ont fait de l'assurance vie il y a 25 ans, qui avaient des actifs en euros à capital garanti, qui donnaient du 6, 7, 8%, aujourd'hui, ils donnent 1%. Et donc, s'ils pensaient vivre avec leur capital avec 6, 7%, le même capital à 1% ne leur permettra plus de vivre. Il va falloir réallouer leurs actifs. Et là, ce sont des choix stratégiques, sachant qu'on vit plus longtemps et que quand on est marié, il ne s'agit pas de penser qu'à soi, mais au couple. Donc à la transmission, l'usufruit et maintenir le train de vie du conjoint survivant. Et advienne que pourra pour les enfants, tant mieux s'il en reste, tant mieux si on a organisé. Mais en tout cas, tout ça se simule, s'organise, et là-dessus encore, il faut se faire accompagner. Quel est l'avantage de la pierre papier par rapport à la détention en direct d'un appartement, justement dans cette idée de constituer son patrimoine? Demander à ceux qui ont acheté un appartement en direct, je dis pas que c'est pas bien, qui génèrent des revenus et qui, avec la crise sanitaire, ont perdu leur locataire et ont en face une charge liée à un crédit immobilier. Donc, ils ont une charge financière et n'ont plus de revenus. Le même investisseur sur une SCPI, par la mutualisation de la SCPI, son revenu il continue d'être versé. Et plus on avance en âge, moins on a envie de gérer ce genre de problème, de changer le cumulus d'un appartement, de gérer le changement de locataire, même avec une société de gestion. Et quand on confronte, on a fait un papier dans la presse il n'y a pas très longtemps où on comparait les rendements actuariels. Alors on a pris Paris, un appartement à Paris qu'on achète aujourd'hui
net de charges de copropriété, net de charges fiscales, il va rapporter 1,8%. Une SCPI étrangère, et pas forcément la meilleure, elle sera entre 4 et 4,5. Voilà. Donc, si on veut se faire du revenu complémentaire, je raisonne arithmétiquement, hein, je préfère avoir du 4,5 que du 1,8. Et les gens me répondent souvent, mais oui, mais mon appartement parisien, j'aurai une plus-value. Et là, je leur répondrai, peut-être. Pourquoi? Parce que je vous fais une promesse de vous exonérer dans 22 ans ou 30 ans. Et quand on voit qu'en 2012, la fiscalité sur les plus-values, elle a changé dans l'année 3 fois, je préfère encaisser aujourd'hui un revenu optimisé que peut-être une plus-value demain. Alors Thierry, qui est basé à Montréal depuis octobre 2019, explique qu'il a acheté un logement à Paris en 2018 et il se demande, en fait, il voudrait un conseil, savoir est-ce qu'il est préférable de vendre son ancienne résidence principale ou bien la mettre en location, et quels sont finalement les critères qu'il faut retenir? Alors, je vais très clairement répondre. Il est parti en octobre 2019. Donc, pour vendre, il a jusqu'à fin 2020 pour vendre en bénéficiant de l'optimisation fiscale de la loi de finances pour 2020. Au-delà, il aura toujours l'article 150U2, deuxièmement, du Code général des impôts. La question est de savoir s'il pourra bénéficier de cette exonération d'impôt sur les plus-values. S'il veut le conserver parce que le rendement locatif sera bon et qu'il ne l'a jamais mis en location, au premier locataire, il faut absolument que ce monsieur le loue en meublé. Parce que même quand on détient un bien en nu et qu'on veut le passer en meublé, on ne peut pas avec le même locataire. Il faut le faire à un changement de locataire. Mais si vous détenez le bien en neuf ou dans l'ancien depuis 30 ans, vous allez pouvoir le faire en meublé dès lors que c'est la résidence principale du preneur du bail. Et là, vous aurez besoin non pas de demander l'autorisation au préfet ou à la mairie pour les villes de plus de 200 000 habitants, mais qu'à la copropriété. Et auquel cas, pour un non-résident hors France, en l'occurrence ce monsieur est au Canada, vous allez pouvoir éluder la fiscalité à 20, 30 plus 17,2 par le jeu des amortissements parce que vous serez en location meublée non professionnelle. Et là, il n'y a pas photo avec la location nue. Et vous serez pleinement propriétaire de votre bien. Et si vous le revendez, vous serez assujetti aux plus-values des particuliers et non pas aux plus-values professionnelles. Allez, on va aborder les toutes dernières questions. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Nicolas, nous dit Paris est loin d'être la meilleure ville en termes de rendement locatif. Quelles sont les meilleures villes en France actuellement? C'est exact, c'est vrai. Il y a des villes en province, des petites villes où on voit des rendements locatifs très élevés. Vous avez des villes comme Annecy, Rouen, Grenoble, Caen, où on a des rendements locatifs de très très bonne qualité, confrontés à un prix au mètre carré dans le neuf qui reste raisonnable. Nous sommes à Montpellier, qui est la ville de France où il y a le plus fort flux migratoire pour les villes de plus de 20 000 habitants. Il ne faut pas acheter en investissement locatif à Montpellier. Voilà. Par contre, il y a un nouveau schéma d'investissement. Je n'ai pas eu la question, c'est sur les achats en nue propriété. Là, c'est aujourd'hui le marché de demain, parce qu'on élude la fiscalité française pour un non-résident. Vous voulez en dire peut-être quelques mots supplémentaires? C'est un schéma où on peut acheter à crédit, c'est le régime fiscal des locations nues, et il y a un usufruitier temporaire qui va exploiter le bien pendant 15 ans, 20 ans. Le gros intérêt, vous n'avez pas de loyer. C'est l'usufruitier temporaire qui exploite. À l'échéance de 15 ou 20 ans, vous redevenez plein propriétaire et c'est signé chez le notaire lorsque vous passez l'acte en démembrement. La convention de démembrement est signée chez le notaire. Le gros intérêt, c'est que n'ayant pas de loyer, vous n'avez pas de fiscalité, pas de taxe foncière et dans la convention de démembrement, il est prévu que l'exploitant, l'usufruitier, le bailleur institutionnel, on l'appelle comme on veut, ça peut être un ministère, va vous restituer l'appartement dans l'état dans lequel il l'a reçu. S'il est neuf, il vous le rendra neuf. Et donc, vous allez éluder la fiscalité et on peut le faire à crédit. Et c'est aussi un moyen de se créer du déficit foncier quand on le fait à crédit. Puis comme on est dans le régime fiscal des revenus fonciers, eh bien, vous n'avez pas de revenus. Si vous avez des intérêts d'emprunt, ils vont pouvoir gommer un résultat foncier par hasard. Et le gros intérêt, c'est que comme vous n'avez pas de loyer, le bien immobilier sur un démembrement de 15 ans, il va bénéficier d'une décote du fait des flux, des loyers que vous n'avez pas, de 40%. Donc, un bien qui vaut 100, vous le paierez 60. Par contre, si vous organisez votre transmission, tout de suite, vous pourrez donner le bien qui vaut 60, mais dont le bénéficiaire, le donataire,
récupérera un actif dans son patrimoine dès l'issue du démembrement qui vaudra 100, voire avec une plus-value. Donc, c'est un schéma d'investissement qui est extrêmement intelligent et qui est en train d'exploser. La difficulté, que c'est un marché très étroit. On retrouve à peine 1500, 1700 lots par an pour 800 000 transactions en France. Et donc, quand on veut des lots, on est parfois 10 sur le même lot, mais ce sont des schémas d'investissement qu'on trouve dans les grandes villes françaises, sur la Côte d'Azur, sur le bassin genevois, etc. Schéma d'investissement extrêmement intelligent. Parfait, allez, on aborde vraiment les toutes dernières questions. Sébastien demande, est-il possible que les revenus des SCPI baissent par rapport à la crise sanitaire ? Je crois que j'ai partiellement répondu tout à l'heure, mais on n'achète pas une part de SCPI, c'est un véhicule, un sous-jacent immobilier. Donc une SCPI, elle supporte des frais de cession importants, comme des frais de notaire, et donc il faut au moins la garder 8 ans pour amortir ces frais de cession par rapport à la revalorisation des parts. Ça, c'est la question par rapport à la stratégie d'investissement sur ce type de véhicule. Ensuite, il y a des véhicules qui sont spécialisés sur l'hôtellerie et certains sur des commerces qui ont été affectés par la crise sanitaire et fatalement qu'ils ont été impactés par la crise. Ensuite, il faut quand même mesurer que, en général, entre 50 et 70% des preneurs à bail dans les SCPI, ce sont des très grosses entreprises qui ont particulièrement bien passé la crise sanitaire et qui n'ont pas demandé de mesures d'accompagnement. Je vous rappelle l'anecdote il y a 6 mois quand Adidas en Allemagne a demandé des mesures d'accompagnement et ils ont été renvoyés dans leur compartiment par le gouvernement allemand parce que Adidas n'avait pas décemment besoin de demander des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement ont été accordées et pour les très gros véhicules français qu'ils aient un actif français ou un actif européen, on constate que entre 97 et 98,5% des loyers ont été encaissés sur le second trimestre. Voilà. Donc, sauf les véhicules qui étaient particulièrement exposés à ces marchés de l'hôtellerie, du commerce et d'autres qui n'avaient pas les mêmes qualités de preneurs à bail. Allez, on a une dernière question et puis après on va devoir conclure. Dominique, qui est basé aux Pays-Bas, demande, est-il possible de créer une SCI pour une maison secondaire dont il est déjà propriétaire ou faut-il repayer les frais de notaire ? Toute cession déclenchera des frais de notaire puisque vous cédez la propriété d'un bien, même si vous l'apportez. Il n'y a que sur la résidence principale que vous n'aurez pas à les payer, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'aurez que la taxe de publicité foncière de 0,75% à payer. Après, vous pouvez faire un schéma intelligent. Si vous avez des enfants, vous pouvez très bien vous organiser pour que vos enfants rentrent dans la société civile. Il faut savoir que il faut que la mutation représente au moins 50%. Sinon, vous n'aurez pas le droit de passer en charge les intérêts d'emprunt. Voilà, c'est qualificatif d'un abus de droit. Donc, c'est une organisation de la transmission. C'est un peu le schéma tout à l'heure de l'achat des SCPI démembrés entre des parents et des enfants. On organise la transmission. Encore faut-il que les enfants en aient les moyens, qu'ils aient déjà acheté leur résidence principale. Mais le schéma où on est propriétaire d'un bien, on le cède à une SCI, on peut le faire, mais auquel cas, si vous le faites et si c'est du locatif, vous ne pourrez pas déduire les intérêts d'emprunt, sauf à ce que 50% des propriétaires changent de main à l'occasion de cette opération. Si c'est du secondaire, c'est une logique de transmission. Il n'y a pas d'avantage fiscal puisqu'il n'y a pas de recette. Très bien. Écoutez, ça va être le moment de conclure. Je vais encore merci à tous. Beaucoup de questions très intéressantes. Surtout un grand merci à Olivier Grenon-Andrieux, le président du groupe Equance. Je vais lui laisser la parole pour quelques mots de conclusion et puis je vous dirai au revoir à tous. Écoutez, Hervé, merci de nous avoir invités. On vous proposera d'autres sujets si vos auditeurs souhaitent nous entendre de nouveau. Bien évidemment, on a toujours un sentiment de frustration après cet exercice parce que il nous semble qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. En tout cas, que le temps imparti fait qu'on ne peut pas répondre aussi soigneusement, aussi précisément qu'on le souhaiterait. Mais voilà, j'espère qu'on a pu en tout cas éclairer vos auditeurs sur ces sujets-là. C'est une matière qui est passionnante, bien évidemment. Et écoutez, si vos auditeurs ont besoin qu'on les accompagne, qui nous reviennent, on saura leur répondre. Et puis l'immobilier, les taux resteront bas.
Les banques, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont aujourd'hui accaparées par les prêts garantis par l'État pour les entreprises. Les taux sont un peu remontés. Elles ont peur par la crise sociale qui se prépare, hein, des impayés. Mais elles prêtent quand même. Les taux resteront bas. Et ne pas s'endetter aujourd'hui pour acheter de l'immobilier, que ce soit du frugifère, c'est-à-dire du locatif, quel que soit le statut fiscal, meublé ou non meublé, nu ou nu, c'est dommage. Et c'est dommage, sachant que les taux de rendement financier de ce type d'opération avec des taux bas sont excellents. Se faire accompagner par rapport à la fiscalité, ça me paraît incontournable aujourd'hui parce que ça devient extrêmement compliqué. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous-même et vos équipes sont à disposition de nos internautes, nos lecteurs qui ont été nombreux aujourd'hui à participer à ce webinaire. Merci à tous d'être venus de tous les coins du monde, de tous les fuseaux horaires. J'espère que vous avez trouvé cette session intéressante et instructive. Effectivement, il y en aura d'autres et tant mieux. Et puis, bah, écoutez, merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne journée pour les autres et à bientôt évidemment sur lepetitjournal.com. Merci Olivier, à très bientôt. Merci, au revoir à tous. Donc on est toujours en ligne.